Bonsoir à tous. La lumière s'éteint dans un temple du savoir où l'emblème c'est luxe mais Alex. Chambre amphi, restaurant, bibliothèque, toutes les portes sont sous cloche et ce pendant 5 mois. Les étudiants veulent étudier après avoir tout cassé. Les enseignants veulent enseigner, mais dans quel amphithéâtre? Le coude veut du temps et l'État. Mais où est l'État? Triste spectateur, le parrain, Cheikh Anta Diop observe tout cela et tend la main. Veut-il dire stop ou au revoir? Pensez l'UCAD, E ou A, double lecture avec le professeur Salam Sall, invité de votre émission Belle Ligne. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Papa Lune. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé, sauf que je n'ai pas encore reçu votre chèque pour la fondation UCAD. Oui, ancien étudiant ou étudiant devant son professeur, forcément, ou le talate, comme on dit. En tout cas, aujourd'hui, nous allons échanger autour, d'abord, de cette image. Si vous regardez cette image, professeur Abdou Salam Sall, cette image-là vous reflète quoi? Cheikh Anta Diop de Dakar, les étudiants avec des pierres et cette franchise universitaire avec ces 5 policiers-là qui veillent au grain. Oui, c'est toujours regrettable de voir des policiers à l'université. Que certains étudiants, il faut bien relativiser parce que l'université de Dakar, c'est environ 80 000 étudiants. Quand vous allez à la bibliothèque du matin au soir, vous en faites l'expérience, c'est toujours rempli. Une fois, un agent de la Banque mondiale était venu me voir rouge de colère un vendredi, me reprochant qu'on ne faisait rien, etc. Quand il lui finit de parler, je lui ai dit on va aller à la bibliothèque. Je l'ai amené à la bibliothèque. Il était tellement content. Je lui ai dit que c'est vide parce que c'est vendredi, ils sont allés prier. Donc, l'université de Dakar est une ville moyenne. Ou même un monde en miniature. C'est une ville moyenne parce que combien de villes ont plus de 50 000 habitants? C'est vrai. Sur une superficie relativement petite. Oui. Donc, mais il est toujours regrettable que certains étudiants commettent des voies de fait et de sorte que la police ait le prétexte de rentrer. Et la police, elle est très violente quand elle entre à l'université. Nous en avons vécu l'expérience pendant longtemps. Nous avons tout fait pour créer ce cadre, informer les étudiants sur les finalités de l'université, prémunir un peu la communauté, mais malheureusement, de temps en temps, ça nous échappe. Et c'est vraiment regrettable. Ce n'est pas l'image qu'on veut projeter de l'université. Parce que l'université, elle est importante, nous allons en parler. Peut-être qu'on aura un consensus un jour et que chacun comprendra ce que c'est que l'université et comment on doit s'y tenir. Mais chaque fois que la force est utilisée, c'est qu'on est à côté de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, c'est le choc des savoirs, des analyses, des finesses et des raffinités. Donc, c'est toujours regrettable. Mais c'est le lot depuis 68. Je l'ai écrit dans un de mes ouvrages. Depuis 68, on a des périodes extrêmement difficiles au niveau de l'université, avec une violence inouïe. Et ça, c'est pas... des événements de mai 68, c'est ça? Depuis 68, périodiquement, parce que nous avons récupéré l'université de Dakar en 60, et c'est en 68 vraiment qu'il y a eu une secousse tellurique dure. Mais depuis 68, périodiquement, il y a peut-être par chance une année ou deux d'accalmie, mais chaque fois, c'est le même cycle qui reprend. Vous parlez d'un mot extrêmement important, c'est le mot consensus. Actuellement, comment trouver un consensus sur la situation actuelle à l'UCAD? On a vu les étudiants qui réclament la réouverture immédiate des amphithéâtres. On a vu également les professeurs avec le SAES. On a vu le COUD qui dit qu'actuellement, ce n'est pas possible parce qu'il y a eu des dégâts matériels énormes. Aujourd'hui, comment trouver un consensus entre ces différents acteurs-là?
Non, je l'ai dit dans une radio de la place. Le COUD n'a jamais logé tous les étudiants. Oui. Vous êtes ancien étudiant, Oui. vous savez qu'il y a de vos camarades que vous prenez parce qu'ils n'avaient pas de logement. Oui, oui. On Donc, loge. on ne demande pas au COUD de loger tous les étudiants. On demande au COUD de prendre dans la mesure de ses possibilités. Maintenant, il faut savoir que la formation des jeunes, elle est essentielle. J'aime toujours citer l'exemple du Vietnam. C'est en pleine guerre qu'ils ont construit des tranchées pour former leurs jeunes. Se battre pour se libérer, mais aussi se donner les outils pour après l'indépendance. Quelle que soit la situation, je me rappelle toujours du professeur Djibril Samb, quand on était en conseil restreint, quand il y avait des grenades lacrymogènes qui tonnaient sur la corniche, il dit, quelles que soient les grenades, il faut qu'on travaille. Quel que soit l'environnement, il faut qu'on travaille. Je dois dire que moi, je tremblais de tout mon corps, mais quand même, il fallait tenir et travailler. Donc, quelle que soit l'atmosphère, il faut former les jeunes. Et je crois qu'en l'occurrence, ici, les étudiants, c'est vrai que la violence a atteint des limites inacceptables. C'est vrai que nous avons fait beaucoup d'efforts pour mettre en place une police universitaire, mais l'accompagnement a fait défaut. Mais une police universitaire, ce n'est pas une police de la ville. C'est une police intelligente, c'est une police qui... et assez souvent, là où c'est fait, ce sont les étudiants eux-mêmes qui assurent la sécurité. Parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas de ressources. Ils préfèrent travailler à l'université, gagner un peu d'argent et faire leurs études et s'en sortir. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Mais tout ça là participe du fait que nous n'avons pas encore suffisamment internalisé ce qu'est l'université. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous n'avons pas une compréhension globale et partagée de ce qu'est l'université. C'est quoi l'université? D'abord, il faut savoir que l'Université de Dakar a pour embryon l'école africaine de médecine de 1918. Après, les Français ont mis un certificat de physique, chimie et biologie en 1948-1949. Et après, ils ont créé l'Institut de hautes études en 1950, qui faisait droit, médecine, sciences, humanité et langage, qui était parrainé par Paris et Bordeaux. L'Université de Dakar a été créée le 24 février 1957. Oui. C'était la 18e université française. C'était une université de la France, avec des objectifs de la France. Former des agents supplétifs pour l'administration française. Ce modèle, quand on a eu... L'université a été inaugurée en décembre 1959. Oui. Quand on a eu l'indépendance, c'est à la Fédération du Mali que l'université a été rétrocédée d'abord. C'est avec l'éclatement de la Fédération du Mali que l'université a été cédée au Sénégal. Mais le Sénégal n'a pas déconstruit le modèle colonial. Ah oui. Le Sénégal a continué, et d'ailleurs jusqu'en 1970, les recteurs étaient français. Donc, nous n'avons pas déconstruit le modèle colonial. Nous avons formé des agents. Dans nos imaginaires, nous tous, c'est de chercher des qualifications et trouver un emploi. Je regrette, ce n'est pas ça l'université. L'université, c'est acquérir des connaissances pour transformer la société. L'université encourage l'entrepreneuriat. Les formés des universités doivent être des transformateurs de société. Autrement dit, quand on parle d'université comme étant une fabrique de chômeurs, c'est-à-dire que les gens se trompent de cible. C'est parce que ce n'est pas ça l'université. L'université, si vous allez... Bon, en principe, notre responsabilité, Oui. comme bien formés, c'est de voir comment est-ce que nous allons ouvrir le marché du travail, comment nous allons créer de la richesse. C'est ce qui explique que les pays de l'Asie du Sud-Est est très rapidement internalisant la science,
eu des avancées très très rapides. Oui. Alors que là où les gens ont mis des siècles pour arriver à ce niveau-là, ils sont arrivés très rapidement en 20 ans, 30 ans à des transformations majeures. Il est possible d'avoir ces transformations si on nourrit l'imaginaire des uns et des autres. C'est la raison d'être du dernier ouvrage que j'avais écrit sur la gouvernance universelle. L'expérience africaine. Pour que tout le monde, toute la société, comprenne ce qu'est l'enseignement supérieur. Et Bouba Diop, le médiateur, l'ancien médiateur, disait que si on vulgarise les franchises universitaires, si tout le monde connaît ses droits, mais aussi ses devoirs au niveau de l'université, peut-être qu'on aura une université relativement calme. Mais l'université, elle est tout le temps bouillante. Parce que l'université est régie... Elle peut être bouillante en matière de savoir. Voilà, oui, est régie par les franchises universitaires. Oui. C'est que toutes les vérités sont des vérités temporaires à l'université, jusqu'à ce qu'on trouve une vérité supérieure. Donc c'est au niveau des intelligences, oui, au niveau de la connaissance qu'on doit discuter. Au niveau de l'université, on doit discuter en permanence. Quelle est l'initiative de tel chercheur? Quelle est l'initiative de tel autre? Comment est-ce qu'on peut ouvrir le marché? Où se situe le problème aujourd'hui? Oui. Donc je crois que nous n'avons pas encore suffisamment internalisé l'université. Nous n'avons pas suffisamment préparé nos jeunes à venir à l'université parce qu'ils ne sont pas bien informés sur les filières à l'université et les finalités des filières à l'université. Oui. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas eu 80% de bacheliers littéraires. Nous devons tout reprendre en partageant ce qu'est l'université, mais en essayant de construire des consensus sur l'enseignement supérieur pour en tirer profit. Oui. C'est pour cela que, bon, ceux qui comprennent, ceux qui sont bien accueillis, ceux qui sont bien aidés, c'est pour cela que moi, quand j'étais doyen de la fac de sciences, j'organisais des amphis de rentrée. Et quand j'étais recteur, tout le monde organisait des amphis de rentrée. Oui. Pour que chaque étudiant sache qu'est-ce qu'il est venu chercher. Il y a de très très bons élèves. Oui. Oui. Très très bons élèves. Oui. Mais qui, par leur engagement à l'université, se perdent et échouent finalement. C'est important. Moi, j'ai été étudiant. Dans une chambre, il y avait 9 étudiants, 85A. C'était un peu la solidarité pour permettre à tout le monde d'étudier. Il y a des pistes de solutions pour sortir de cette crise. La piste dégagée par le conseil académique, c'est la réouverture du campus pédagogique qui ne dépendrait pas du campus social. Cette alternative est-elle possible actuellement? Quel que soit Alpha, on ne peut pas dire que le campus social... D'abord, moi, vous savez, le campus social et pédagogique, moi, je suis contre ces terminologies. Hein. C'est des terminologies de la Banque mondiale qu'on a combattues. Mais bon, ça s'est imposé à nous. Les résidences des étudiants ne jouent pas seulement de fonction de dortoir. Les gens ne font pas attention. L'université joue un rôle de transit social. Tu as été étudiant, oui, tu as quitté chez tes parents, oui, tu es venu à l'université, oui, tu as fait tes formations, tu as vu tes qualifications, tu as eu tes diplômes, tu as été employé. Oui. Tu ne retournes pas chez toi, tu crées ta maison. Oui. Oui. Donc, c'est un transit social. Ça joue ce rôle-là. Et quand j'étais en Angleterre, les étudiants, c'était dans les années, je fais un stage, 80, au milieu des années 80, quittaient systématiquement leur ville pour aller dans une autre ville s'inscrire à l'université parce que ça leur permettait de se détacher de la famille. Je me rappelle qu'à Norwich, les étudiants primo-entrants étaient prioritaires sur les lits. Oui. Et ils avaient une année pour connaître la ville et pouvoir l'année d'après se loger en ville. Quand j'ai expliqué ça ici aux étudiants, ils m'ont dit, mais monsieur le recteur, où est-ce qu'on va habiter? Oui. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce qu'on est dans un contexte, dans une capitale qui étouffe. Parce que tout simplement, capitale nous n'avons pas encore... nous ne soutenons pas encore l'enseignement supérieur.
Le nous, c'est qui? C'est l'État. Toute la Ok. société. Si on expliquait, j'ai essayé, hein, le maire de Dakar, de lui expliquer le poids de l'Université de Dakar dans l'économie de Dakar, Oui. en termes de nombre d'étudiants, en termes de chambres de location, en termes de restauration, en termes de vie, de climat social, etc. Pour que la mairie de Dakar donne de l'argent à l'université. Aujourd'hui, on parle du campus, on dit que, bon, il est difficile d'ouvrir parce qu'il n'y a pas les résidences. Est-ce que vous savez que il y a au moins 10 000 logements à Dakar qui sont quasi vides? C'est les gens de ma génération qui ont éduqué leurs enfants s'en sont sortis, sont allés s'installer ailleurs, la maison est vide. J'ai l'ami d'un de mes grands frères qui disait que quand ses enfants sont allés pour étudier à l'étranger, ils passaient la nuit à tour de rôle dans les chambres pour que les chambres soient occupées une fois. Donc, Mais que faire? Est-ce que on ces gens-là vont peut loger accepter? chez l'habitant. Est-ce Non, que c'est possible il faut actuellement? parrainer, c'est-à-dire que c'est un problème de confiance. Et de C'est un volontariat. problème, non, c'est un problème de non. S'il y avait un mouvement social fort, Oui. contrôlé, c'est pour cela que je dis que c'est pas encore suffisamment internalisé. Quand vous allez, il y a un leader politique, je ne citerai pas le nom, quand il est allé aux États-Unis, il a été impressionné parce qu'il a été logé chez l'habitant. Et on l'a beaucoup aidé. Moi, en Angleterre, j'ai vécu chez l'habitant. Donc, il faudrait qu'on développe ces types. Mais, Oui. pour dire que l'université, tout est fonction de l'académie. Plus d'une fois, nous avons organisé des examens en octobre, Oui. sans jamais ouvrir le campus, les résidences des étudiants. Certes, ils se débrouillaient à gauche, à droite, mais avec le nombre d'étudiants qu'il y a aujourd'hui, il faut relativiser tout cela, hein, permettre le démarrage des enseignements, une ouverture, mais il faut une charte Laquelle? de bonne conduite au niveau du coude, que quiconque signe, parce que il faut comprendre aussi les travailleurs du coude, qui vivent des violences de temps en temps qui sont extraordinaires. Mais il faut comprendre qu'aussi, il y a énormément d'étudiants, leur seul souci, c'est d'avoir où se reposer un peu pour aller travailler à la bibliothèque. Maintenant, c'est de canaliser tout cela. Il y a beaucoup de méthodes. Nous avons mis le campus sous vidéosurveillance. Je ne sais pas où en est la situation de Coude, je crois que c'est aussi le cas. On peut se donner les outils pour assurer un minimum de sécurité, sensibiliser ces multifacteurs, Oui. mais aussi, il faut faire très attention. Les établissements dont le taux de placement des étudiants est fort, ces établissements ne bougent pas beaucoup. Vous parlez C'est des facultés, des facultés, des écoles et instituts, même à l'intérieur des facultés. Quand vous allez à la fac de lettres, Oui. les étudiants de sociologie ne se comportent pas comme les autres parce que le taux de placement est bon, le flux de transit est bon. Oui. Oui. Donc il faut créer ce sentiment de réussite Oui. Oui. qui sublime les uns et les autres et qui puisse Parce permettre que d'avancer. réussir est une exception à l'UCAD. Parlons un peu de la racine du Ça mal. dépend des établissements. Mais maintenant, tous les établissements, Au même la CECI, faculté. vous savez que très bien au CECI, le taux de succès un institut. est 90%. Oui. Mais parce que tout simplement, l'école française a fait la formation professionnalisante dans les écoles et instituts. Maintenant, nous sommes en train, avec la réforme LMD, de tout changer, de beaucoup professionnaliser les choses. C'est vrai que professionnaliser dans les humanités est un peu plus difficile qu'en sciences. Oui. Comparer le CECI et la faculté des lettres, c'est diamétralement opposé. Parlons un peu de la racine du mal. C'est la politique à l'intérieur de l'espace universitaire. Au mois de juin, l'université a été fermée, des archives brûlées, des bus, des amphithéâtres, à cause d'un contexte politique. C'est un vieux serpent de mer, la politique et l'espace universitaire. Est-ce qu'un mariage est possible? Il faut un divorce consommé. Non, de toutes les façons, on ne peut pas empêcher la politique. C'est la réponse qu'on nous donne. C'est pas possible. Mais Oui. il faut rendre la politique civilisée, c'est-à-dire que ce ne soit pas un affrontement, qu'il y ait des chocs des idées. Il faut créer des espaces
où les gens, de toutes les façons, c'est ceux qui s'engagent en politique, ceux qui s'engagent dans les associations. Et c'est une minorité, vous C'est l'aviez dit. une minorité Oui. qui s'engage, mais qui après s'engage en politique et dirige le pays. Oui. Donc on a intérêt à les former. Et nous, avant qu'on ne parte, avec le médiateur, on avait conçu un plan. Plan qui consistait à bien élire les délégués, mais à les former pour qu'ils comprennent les enjeux et pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'enseignement supérieur, qu'ils comprennent que nous ne sommes pas seuls dans le monde, que nous sommes en compétition entre nous et avec l'extérieur, et qu'on puisse finalement avoir un climat qu'il faut. Donc il faut former, créer des espaces de discussion, créer des espaces de... je crois que dans la dernière mouture, je parlais même de panafricanisme, comment ils peuvent être, qu'ils voient au-delà du Sénégal, qu'ils voient au-delà de l'université, comment est-ce qu'ils peuvent accompagner la transformation de la société. C'est possible, professeur Abdou Salam Sarr? C'est absolument... C'est possible dans ce contexte actuel? Moi, quand il y a une bipolarisation sociale qui se transforme et qui fait tache d'huile à l'intérieur de l'université. Je suis d'accord avec vous, mais souvenez-vous que quand moi j'étais recteur, on envoyait les étudiants dans les camps citoyens. Tout le monde me disait, mais ce n'est pas possible. Pourtant, ils y allaient. Pourtant, ils y résidaient pendant 15 jours. Pourtant, ils prêtaient des services. Et même les dirigeants des amicales couraient derrière pour participer à ce mouvement parce que ça leur permettait de se révéler à eux-mêmes et d'être utiles à leur société. Donc, maintenant, oui. La politique violente au niveau du Sénégal est inacceptable. La politique, elle est vertueuse. Sauf qu'il faut qu'on fasse très très attention. La situation actuelle est une conséquence de l'évolution de la décolonisation. De notre génération, plusieurs d'entre nous, on a snobé, on ne voulait pas... Vous avez aussi utilisé Non, on ne voulait pas la politique. Certains, on ne voulait pas la politique en se disant qu'on va s'en sortir nous-mêmes, on va se débrouiller et puis c'est tout. Mais sauf que, à l'expérience, si c'était à recommencer, moi je vais m'engager en politique. Parce qu'il faut que les plus brillants de la société, il faut que les plus qualifiés s'engagent en politique pour créer les voies. Parce que les choses sont complexes. Et nous ne sommes pas seuls. Chacun défend sa chapelle. Les Occidentaux, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont mis en place un dispositif qui les serve. Si vous voulez vous en sortir, il faut pouvoir déconstruire ce dispositif pour mettre en place un dispositif conforme. Le vent qui souffle en Afrique, il faut bien l'écouter. Il faut bien entendre que l'Afrique aussi se dit que j'ai des ressources humaines, des ressources naturelles. Je commence à avoir une masse critique de ressources humaines. Je veux aussi bénéficier de cela. Mais ce n'est pas en s'affrontant par les muscles, ce n'est pas en corrompant des jeunes, etc. Plus d'une fois, des étudiants relativement racés sur lesquels on comptait sont venus dans mon bureau en manifestant. Il y en a une fois, un étudiant est entré dans mon bureau avec une bouteille d'essence. Pour faire quoi? Moi, mon souci, c'était de faire en sorte qu'il n'allume pas la bouteille d'essence. Heureusement, il y avait un jeune qui surveillait. Et ce jour-là, quand j'ai été séquestré, c'est les étudiants eux-mêmes qui m'ont protégé. Parce que les mouvements de foule, vous pouvez pas les reconnaître quand ils sont en masse comme ça. Oui. Et assez souvent, les manifestations, ce n'est même pas contre nous. C'est pour développer un leadership entre eux. Or, ce leadership-là doit être basé sur la connaissance, sur la réflexion, sur la capacité à convaincre les gens. Bon. Sentez-vous, professeur, aujourd'hui, une volonté politique, étatique, de régler cette situation à l'UCAD? Sentez-vous cela? Non, mon problème est le suivant. C'est au-delà, c'est-à-dire que, au-delà des gouvernants actuels, au-delà de l'État, au-delà, c'est la société elle-même qu'il faut questionner. Il faut qu'on voit comment est-ce qu'on va... je crois qu'on est tous d'accord qu'on a besoin de l'enseignement supérieur. Ah oui. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts. Parce que avant, c'était que l'UCAD. Après, il y a eu Saint-Louis. Après, il y a eu l'université de Ziguinchor. Il y a eu l'université Alioune Diop de Bambey. Il y a eu l'université Iba Der Thiam de Thiès.
Ça en est suivi l'université de Kaolack, Sine Saloum de Kaolack. Après, l'université Cheikh Amadou Kane, c'est l'université virtuelle. Et l'UAM. Il y a toujours l'école polytechnique. Et il y a 2 créations en cours, l'université Souleymane Niang de Matam et l'université de Tambacounda. Toutes ces universités souffrent, professeur. Ça veut dire quoi? C'est bien d'avoir compris qu'il faut diversifier les formations. C'est bien de se dire, après, comment est-ce qu'on va financer cela? Le financement purement étatique ne peut pas nous aider à nous en sortir. Au Burkina Faso, ils ont introduit les crédits aux étudiants. Et ça, c'est pas l'offre. Non, attendez, je crois qu'il y a aussi, il faut parler des ISEP. Le Sénégal est en train d'ouvrir des ISEP, des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Il y en a à Thiès, à Diamniadio, à Richard Toll, à Matam et à Bignona. Et il y a 6 autres. Mais le problème, ce n'est pas l'ouverture, c'est le contenu. Le contenu, les ISEP. Donc, il y aura celui de Tambacounda, Kaffrine, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Louga. Les ISEP, c'est des Bac+2 qui développent des filières en articulation avec les atouts différenciés de leur zone d'installation. Donc, qui sont professionnels pour une insertion rapide. Maintenant, dans les ISEP à venir, on dit comment corréler les atouts différenciés des zones avec l'industrialisation et avec l'économie verte. Il est clair que si tu veux créer des filières qui autorisent l'industrialisation alors qu'il n'y a pas d'industrie, c'est qu'il faut aligner les formations, l'entrepreneuriat et le financement. Il faut développer un modèle où les étudiants eux-mêmes seront d'auto-entrepreneurs. Mais si vous développez ce modèle, il faut continuer jusqu'au bout, que les étudiants puissent ensemble créer leur propre société, partager les capitaux et être propriétaires de leurs biens et leur donner des parts de marché publiques pour leur permettre d'avancer progressivement. Oui. C'est quand c'est difficile que les neurones doivent fonctionner pour aider à sortir des pistes. Si avec cet environnement-là, on se dit, OK, maintenant, on peut distribuer avec un financement. Nous allons plus loin en disant qu'il faut créer une banque pour l'éducation. Nous sommes là-dessus. Pour permettre aux étudiants de faire des prêts. Prendre des crédits et étudier. Oui, ça existe dans les autres. Au Burkina, ça existe maintenant. Parce qu'il faut ouvrir. Il faut que les 4 sources de financement de l'enseignement supérieur fonctionnent après régime. La source publique, avec l'État central, mais aussi avec les structures décentralisées, avec la fondation de l'université, les ressources internes de l'établissement, les ressources de la société, la fondation jouant le rôle de pont, mais aussi de la coopération, et l'environnement bancaire. Il faut faire fonctionner les 4 sources. Et à partir de là, vous allez vous dire, OK, je vais informer tous les enfants qui apprennent sur les finalités de l'université. Il y en avait un parmi nous qui était très brillant, mais qui était issu de familles modestes, qui ont dit non, nous arrêtons, nous allons enseigner, nous allons travailler pour aider notre famille. Il y en a qui veulent s'insérer rapidement. Ils iront dans les ISEP. Mais les ISEP doivent être des voies de garage. Il faut que si tu as les capacités, que tu puisses continuer. Maintenant, une fois que tu as fait ça, il faut se demander quelle va être la vocation de l'Université de Dakar. L'Université de Dakar est la seule dans notre écosystème qui est dans le ranking des universités en Afrique de l'Ouest, notamment des universités francophones, qui a plus de 1000 enseignants. Je voulais chercher avant de venir aujourd'hui le nombre exact d'enseignants. Je crois qu'on dépasse les 1300 aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a une taille critique quelque part. Ça veut dire que si on regarde les défis de l'Afrique, de la volonté d'industrialisation,
de la volonté de création d'entreprises, de la volonté d'utilisation des énergies vertes, il me semble que la vocation de l'Université de Dakar doit changer. On doit développer une culture entrepreneuriale très forte. On doit développer un passage de la science au marché. Nous, ici, quand on a créé, on a créé une société, Sodebio, qui transformait le bissap en granules solubles. Mais on n'avait pas les capacités. Le système marchait. On l'a fait avec l'ITA, avec l'ESP et avec l'Université de Jean Blou. Le modèle marchait. Il fallait passer à l'échelle. On n'avait pas les capacités pour cela. Il faut des gens qui puissent te dire où tu ouvres le capital, où tu vends le process et tu te retires. Et en faisant les calculs qu'il faut, nous devons changer complètement de cap pour avoir un réseau d'enseignement supérieur dense, un réseau solidaire et un réseau qui puisse capter l'innovation pour transformer cela en ouverture du marché. Mais moi, je suis toujours pas dans une philosophie capitalistique, mais dans une philosophie d'ouverture de marché et de partage des gains. Oui. En attendant tout cela, les étudiants qui nous regardent, et on reçoit des messages, des coups de fil, il y a les étudiants qui sont inquiets, dans une inquiétude totale. Il y a les nouveaux bacheliers qui sont orientés à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement, ils ne savent pas quand les cours vont démarrer. Comment redonner de l'espoir à ces étudiants-là, à ces nouveaux bacheliers qui entrent dans le monde de l'enseignement supérieur, si on est orienté à l'UCAD? D'abord, il faut savoir que malheureusement, les gens viennent à l'UCAD par défaut. Malheureusement. Alors que, comme disait l'autre, il y a des niches d'excellence au niveau de l'UCAD. Oui, bien sûr. Maintenant, on n'a pas suffisamment communiqué sur ces niches. Hier seulement, mon épouse était en visioconférence avec ses collègues français. Un de ses étudiants travaillait sur le son de mille. Comment récupérer cela pour en faire un bioproduit. Pour vous dire le niveau d'excellence qu'il peut y avoir dans les universités. Ouais. À la fac de sciences, nous avons beaucoup travaillé sur l'informatique. Vous savez que l'informatique, au début, c'était l'ESP. Mais que l'informatique de l'ESP vient de la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui a compris que l'Institut d'informatique, l'IA du Gabon, ne pouvait pas donner une masse critique d'informaticiens dont le système a besoin et qui a suscité la création de l'informatique de l'ESP. Mais c'est nous, à la fac de sciences, qui comprenons les enjeux, qui avons développé la section informatique. Aujourd'hui, il y a des professeurs en informatique qui sont professeurs du CAMES, qui sont à la fac de sciences, mais qui sont aussi à l'ESP. Donc, moi, je fais confiance au recteur. Je fais confiance aux doyens. Je fais confiance aux collègues qui, unanimement, réclament la reprise des enseignements en présentiel. Je suis encore, malgré le fait que je sois à la retraite, je suis encore dans les groupes de discussion de la fac de sciences et du SAES. Et les collègues demandent la reprise des enseignements en présentiel. Il faut savoir que, malheureusement, cette affaire arrive au mauvais moment parce que nous pressions toute la communauté pour revenir à une année normale. Oui. Et ce qu'on dit là, c'est pas de commencer l'année 2023-2024, c'est de terminer l'année 2022-2023. C'est ça, oui. C'est ça. Mais comment on y échappe, nous? Comment on y échappe? Oui. Il faut faire en sorte qu'un établissement s'en sorte. L'établissement qu'on utilisait, c'était la fac de médecine. Quand la fac de médecine fait ses examens, les gens de droit, etc., disent aussi, attention, il faut que nous aussi, nous puissions terminer. Mais quoi qu'il en soit,
Je crois que tous les enseignants sont d'accord pour se battre, pour aider. Il faut que l'État suive. Ce qui n'est pas acceptable, c'est ce qu'on prétend qu'il y a un agenda caché. C'est inacceptable. On ne peut pas avoir d'agenda caché par rapport à la formation des enfants. Ce serait tragique. Ce serait terrible. Oui. D'autant plus que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui tiennent leur position par les parchemins qu'ils ont eus à l'université. Le président en première ligne. En première ligne. Donc je crois que c'est inacceptable. Maintenant, il faut tout simplement, après cela, qu'on reprenne et qu'on se batte pour avancer. Professeur Abdou Salam Sall, le temps file vite avec vous quand on parle de l'université Cheikh Anta Diop, de la gouvernance universitaire, des réformes universitaires. Merci d'être là, merci pour ces échanges. C'est moi qui vous remercie. Je vous encourage à aller dans cette direction, à aller dans le questionnement pour qu'on puisse construire des consensus forts. Un pays a besoin de débat. Un pays a besoin de consensus sur les enjeux de société. Ces enjeux-là transcendent le Sénégal, transcendent l'Afrique. C'est pour notre position en tant qu'humain dans la société mondialisée. Je vous félicite et je vous encourage. On était fiers de vous, sauf que je réédite que j'attends toujours le chèque pour je l'ai réécrit après la fondation. Je l'ai réécrit. En tout cas, merci à vous. Merci à la noblesse, à Nodine également, ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission, Dami, Ibamar, Chartigan, le monteur Laïdiouf. Merci, cher public de Belle-Ligne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre espace du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.